bienvenue pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les moyens de paiement. Pour cela, je compte suivre ce plan. Donc, on va voir une petite introduction. On va voir les paiements domestiques versus les paiements internationaux. Ensuite, on va voir les paiements SWIFT. Et après ça, je vais vous donner un exemple de paiement SWIFT de bout en bout. Après, on va voir les paiements ESO 2022 et je vais vous donner ensuite un exemple de paiement ESO 2022 de bout en bout. Donc, n'hésitez pas à intervenir ou à me poser des questions si vous en avez. Pour l'introduction, on va commencer par introduire ces deux concepts, les moyens de paiement et les systèmes de paiement. Donc, les moyens de paiement sont tout type de paiement unitaire ou de masse utilisés par les entreprises ou les particuliers pour payer des biens, des services et transférer des fonds de compte à compte à travers un système de paiement. Donc, un système de paiement, en fait, les paiements sont soit unitaires ou de masse. Ils sont utilisés par les entreprises ou les particuliers et sont proposés par des institutions financières ou des banques pour permettre de vendre par exemple des services ou de transférer des fonds d'une partie à une autre à travers un système de paiement. Et un système de paiement, c'est un ensemble de composants et de procédures, des règles, etc., qui, par exemple, de réseaux qui permettent de réussir ou d'opérer ces transactions, de transfert de fonds d'une partie à une autre. Donc ici, nous allons voir quelques exemples de moyens de paiement. Donc nous avons l'espèce, les virements, les prélèvements, les chèques, les cartes crédit ou de débit, les transferts électroniques de fonds, les services en ligne par exemple, ou les services bancaires, les paiements mobiles via des smartphones ou des tablettes, et on a aussi un exemple de moyen de paiement qui est la chambre de compensation automatisée, ACH en anglais, Automated Clearing House. Donc ça aussi, ça permet de faire des moyens de paiement. Donc ici, nous allons voir quelques caractéristiques des paiements. Donc, on a généralement deux types de moyens de paiement, les grands montants et les retail. Donc, les retail, c'est des paiements entre particuliers ou particuliers entreprises. Par exemple, si on va faire les courses, on fait du retail. Donc, pour payer les courses, payer des biens, des services, donc c'est du retail. Et on a les gros montants ou qui sont en fait proposés par des institutions financières pour supporter les activités de leurs clients, telles que les emprunts et les prêts, les opérations de change, les négociations d'actions et de dettes, les produits dérivés par exemple, les matières premières et titres, ou sinon par des institutions gouvernementales pour les importations et les exportations de biens et de services ou faire du commerce sur les marchés financiers. Donc, c'est les deux types de paiement, on va dire, donc les grands montants et les retail. Donc là, on va passer à la présentation des paiements domestiques et internationaux. Donc, les paiements domestiques sont des paiements, sont des transactions qui ont lieu dans un seul pays où on a une seule zone, une seule devise, ou sinon dans une zone monétaire commune. On peut citer par exemple l'exemple du CEPA. Les paiements internationaux, c'est des paiements qui impliquent les transferts de fonds entre deux ou plusieurs pays ou plusieurs devises. Donc là, on va voir quelques différences pour comprendre mieux les paiements domestiques et les paiements internationaux. Donc les différences, c'est des différences géographiques. C'est lié à en fait les différences géographiques et devises. Donc quand on dit on a un seul pays, donc on a une seule devise. Donc normalement c'est une devise par pays
Donc, on est dans la même zone géographique, la même devise, donc on fait du paiement domestique. Et quand on est dans différents pays, différentes devises, on fait des paiements internationaux. Donc, bien sûr, j'ai parlé des zones monétaires, comme le CEPA, où on a plusieurs pays, mais on a la même devise. Donc, c'est considéré comme des paiements domestiques. Donc, les différences, c'est les frais. Quand on fait un paiement domestique, il n'y a pas de frais. Et quand on fait un paiement international, il y a des frais. Par exemple, il y a des services qui sont fournis ou offerts. Donc, on paye des frais. Il y a des frais de change, etc., par exemple. Et on a des différences sur la vitesse d'exécution. Donc, la vitesse d'exécution, donc ça dépend du processus de paiement. Donc, quand on fait un virement international, donc ça peut être un processus complexe. Donc, on passe par plusieurs banques intermédiaires, etc. Donc, la vitesse d'exécution est importante. Ensuite, on a les différences de réglementation. Donc, on passe par plusieurs pays. Donc, on a des réglementations différentes. Ces réglementations ça peut être, voilà, par rapport au KYC ou en tout cas, c'est lié à un pays. Donc, chaque pays a sa réglementation. Donc, la complexité, voilà, la complexité, j'ai cité déjà enfin, c'est lié aussi. Donc, quand on passe par plusieurs pays, donc on a un système complexe. Donc, voilà, c'est toujours compliqué de faire un paiement international qu'un paiement domestique. Le système de paiement n'est pas le même. Et il y a aussi le risque. Donc, plus on passe par d'autres pays, plus on prend de risques. Par exemple, on peut citer par exemple la lutte anti-blanchiment. Il y a des organisations dans certains pays qui sont considérées comme terroristes et dans d'autres pays qui ne sont pas considérés comme terroristes. Donc, voilà, quand on fait des paiements internationaux, il y a toujours voilà, la connaissance du client qui est compliquée quand on n'est pas dans un même pays. Donc, il y a un risque assez élevé dans certains pays. Là, maintenant, on va parler de SWIFT. Donc, SWIFT, c'est Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. C'est un réseau mondial de messagerie financière et ce réseau joue un rôle essentiel pour faciliter les virements et les échanges entre les banques et les institutions financières. Donc, en gros, c'est le réseau interbancaire mondial des banques. Donc, les avantages de SWIFT, donc c'est un réseau sécurisé et standardisé. Donc, il y a des couches pour la sécurité, il y a des protocoles de sécurité, etc. Et on permet d'échanger que des messages et des instructions financières. Donc, c'est vraiment typique et dédié aux messages bancaires. On a un format standardisé. Donc, même si on a plusieurs message types, mais le format est le même, il y a un standard, c'est le standard ISO 15022. Donc, avec ça, on réduit le risque et les erreurs et la fraude. Donc, voilà, c'est lié. Donc, si on a la sécurité, on a des messages standardisés, etc. Donc, on réduit les erreurs et la fraude. Et bien sûr, avec ça aussi, on réduit les retards ou les délais. Donc, c'est plus on a quelque chose de standard, de sécurisé, donc ça va vite. Et donc, c'est plus, voilà, le temps d'exécution peut être réduit. Ici, dans ce slide, nous allons voir les différentes catégories de SWIFT ou de la norme ISO 15022. Donc, normalement, on a 9 catégories, mais on rajoute ici, dans ce slide, les MTN 9X. Donc, pour dire, voilà, en fait, c'est des groupes de messages communs à toutes les catégories, ou sinon les MT0XX,
qui sont des messages système fin. Mais on a 9 catégories. Donc, la catégorie MT100 quelque chose, donc le XX pour dire, voilà, ça peut être des chiffres, par exemple le 103, 101, etc. Donc, c'est des virements clients échecs. Les MT200, c'est des virements entre institutions financières. Les MT300, c'est des opérations de change, opérations monétaires et produits dérivés. Donc là, on a toutes les catégories. Voilà, les MT900, par exemple, c'est la gestion de la trésorerie et de restitution client. Donc voilà, il y a différents types de messages ou de catégories pour différentes opérations. Mais sachez que à chaque fois, en fait, on génère du paiement, même si on traite des titres ou voilà, des garanties, etc. Derrière, il y a des paiements qui sont générés. Et donc, généralement, c'est voilà, quand c'est entre deux institutions financières, pour moi, en tout cas, d'après ma connaissance, les trois catégories les plus, on va dire, importantes, c'est les MT100, donc qui sont les virements voilà, clients, voilà, et les MT200 qui sont entre deux institutions. En fait, les MT100, quelque chose, c'est dans l'espace Customer Bank. Et les MT200 quelque chose, c'est entre deux institutions financières ou ce qu'on appelle l'espace B2B. Et les MT900, c'est pour de la restitution et de la gestion de la trésorerie. Donc pour moi, voilà, c'est les plus importants dans les paiements, mais voilà, ça reste juste mon avis. Ici, je peux vous citer quelques exemples de messages Swift. On a par exemple le MT101 qui est Request for Transfer. Donc, c'est une demande de transfert de fonds. Un MT103, Single Customer Credit Transfer. Et là, par exemple, la différence entre les MT101 et les MT103. Donc, le MT103, il porte les fonds, alors que le MT101, c'est juste une demande du client voilà, à sa banque pour faire un virement. Donc, il y a par exemple les MT200 et les MT202 COV. Donc, le COV, c'est la méthode. En fait, on peut faire un MT103 avec la méthode couverture. Donc, c'est pour ça, en fait, derrière, on génère aussi un MT202 qui va accompagner le MT103, par exemple. Donc, on a après les MT900 qui sont de la restitution, des reporting. Donc, on a par exemple le MT900, confirmation of debit, MT910, confirmation of credit. On a les 940, les 950, voilà, qui sont de messages statement. Donc, ici, on a un exemple d'un MT103 avec méthode couverture. Donc là, on a un ordering ou un donneur d'ordre qui va demander à sa banque, qui est originating bank ou ordering bank, de faire un paiement, de payer une autre partie qui est dans une banque, là qu'on a représenté recipient bank, et donc le recipient, c'est le bénéficiaire. Donc, on demande de faire un MT, de faire un virement. Donc, la banque de l'ordering fait un MT103 à la banque du bénéficiaire. Et comme c'est de la méthode couverture, on accompagne ce MT103 avec un MT202 couverture. Et donc là, comme elles sont pas correspondantes, on passe par des banques tierces ou des banques correspondantes sur le réseau Swift. Et là, on voit les deux banques Senders Correspondent Bank et Recipient Correspondent Bank qui échangent des messages pour faire de la correspondance entre la banque de l'ordering et la banque du bénéficiaire. Donc, on voit aussi qu'on a un MT910 qui est une confirmation de crédit.
Donc, on l'a vu ici, donc MT 910, Confirmation of Credit. Donc, on informe la banque du bénéficiaire qu'on a reçu les fonds et du coup, on peut créditer le bénéficiaire. Donc voilà, c'est un exemple simple. En réalité, c'est plus compliqué que ça parce que dedans, on a aussi les MT 900, les MT 950 qui sont des extraits de comptes correspondants envoyés par les banques correspondantes aux banques voilà, du bénéficiaire ou la banque de l'ordering. On a par exemple des MT 940 qui sont envoyés des banques à leurs clients. Par exemple, on peut imaginer un MT 940 envoyé de la banque bénéficiaire au bénéficiaire pour l'informer. Et en fait, aussi, ici, je n'ai pas représenté la partie cash management, qui en fait, en réalité, c'est pas, c'est les banques en fait possèdent des comptes Nostro et Loro et elles font voilà, elles font, on crédite ces comptes-là et chaque banque tient un compte miroir et on fait la balance en fin de journée, par exemple, pour ensuite voilà, faire la comptabilité. Donc ici, c'est simplifié, mais ça peut être compliqué. Par exemple, j'ai pas représenté aussi la partie où on peut payer des charges. Donc, il y a par exemple le MT 192 qui est une request for charge. Ce genre de message n'est pas représenté. Donc, c'est simplifié. Donc, on a un transfert de fonds d'un ordering, donc un donneur d'ordre qui demande à sa banque de payer une partie, une autre partie. On passe par des banques correspondantes. On utilise un MT 103 et comme on a dit qu'on va utiliser la méthode COV, donc on envoie un MT 202 couverture pour accompagner le MT 103 et faire la correspondance, le matching, on va dire. Voilà. Donc, si vous avez des questions peut-être sur cette partie, on peut les aborder ou sinon on avance et on laisse les questions à la fin. Bon, on va avancer du coup avec la norme ISO 20022. Donc, l'objectif de cette norme, c'est d'améliorer l'interopérabilité, l'automatisation et le traitement des transactions financières. Donc, on a un certain nombre de caractéristiques pour cette norme. Donc, elle présente un modèle de données riche. Donc, on a plus de données que la norme ISO 15022 et ces données sont structurées. Pourquoi structurées? Parce que là, on parle de format XML et JSON. Mais voilà, j'ai noté que les XML est le format le plus largement utilisé. Et donc, ces formats-là permettent l'automatisation, permettent le traitement, voilà, le traitement automatique et l'interopérabilité euh, des systèmes. Donc, on a un certain nombre de types de messages. Donc, ISO 20022, il fournit une bibliothèque de types de messages. On va voir des exemples un peu plus tard. Pour cette norme aussi, on a une adoption mondiale. Donc, cette norme est adoptée à l'échelle mondiale. Et pour ça, on peut citer des exemples. Par exemple, la migration et la mise en œuvre de la, voilà, la migration du MTMX, c'est une adoption mondiale. Donc, on commence, par exemple, là, le Swift va laisser tomber la norme ISO 15022 et va passer à cette nouvelle norme et utiliser ces nouveaux formats et ces nouveaux types de messages. On a par exemple, voilà un autre exemple sur du mandat réglementaire, toujours avec Swift et Target 2 ou Target Securities. Donc c'est une nouvelle norme qui est adoptée à l'échelle mondiale. Elle est structurée et on a des données plus riches. On va voir quelques avantages. Donc, on a des traitements plus précis et automatisés des transactions. Donc, plus précis parce que voilà, c'est structuré, c'est automatisé. Donc, on peut vraiment
les manipuler de manière automatique, etc. Donc, on améliore le taux de traitement direct. Donc, quand on dit, voilà, quand on automatise, on est plus précis, donc on améliore le traitement. On améliore aussi le processus de rapprochement et on réduit les erreurs et les interventions manuelles. Donc, c'est les conséquences de ça, en fait, voilà, des données plus riches et structurées. Donc, on peut améliorer et réduire les erreurs et les interventions manuelles en automatisant plus les process. On a aussi un meilleur rapport réglementaire et on fournit des données d'analyse plus riches et on soutient le développement de services financiers innovants. Donc, voilà. Quand on dit données plus riches, format ou standard structuré, on peut faire de l'automatisation, donc on peut imaginer des solutions et des services financiers innovants. Donc c'est bénéfique à tout le monde. Par exemple, on peut parler, tout à l'heure j'ai parlé, quand j'ai présenté la norme ISO 15022 de Swift, j'ai parlé des risques, par exemple, par rapport au KYC, à la lutte anti-blanchiment, etc. Donc là, on a des formats de messages plus riches qui permettent de porter ou de supporter des données supplémentaires pour connaître les clients, que ce soit les bénéficiaires ou les donneurs d'ordre, et donc lutter mieux faire, voilà, face à la fraude et la lutte anti-blanchiment. Donc là, on va citer quelques exemples de messages ISO 20022. On a par exemple les PAIN 001, Payment Initiation. On a les PAIN 002. On a les PAIN 008 qui sont des Direct Debit Initiation. On a les PACS, Payment Clearing and Settlement. Et on a les CAMT qui sont pour le cash management. Donc là, on voit qu'il n'y a que 3 catégories de messages. Donc les Payment Initiation, les PAIN. On a les PACS, les Payment Clearing and Settlement. Et on a les CAMT pour le cash management, qui sont pour le cash management. Donc ça rejoint un peu les MT 900 qui sont faits pour le reporting et la gestion de la trésorerie. Donc là, on va voir un exemple assez complet pour voilà, cette norme ISO 20022. Donc l'exemple, c'est un PAX 008 avec la méthode couverture. C'est vraiment l'équivalent du MT103 avec la méthode couverture. Donc là, on voit bien si on fait... si on compare avec l'exemple précédent, on voit que l'équivalent du MT103, c'est un PAX 008. L'équivalent du PAX 009 COV, c'est le MT202 COV. Et on va parler un petit peu plus tard des CAMT 53 et des CAMT 54. Et on va voir un peu les différences. Donc là, en fait, c'est le même exemple. Un client qui demande à sa banque de payer une autre partie, donc voilà, une autre partie d'une autre banque. Donc, il envoie un PAIN 001 qui est un Payment Initiation à sa banque pour demander le transfert de fonds vers une autre partie. Donc, la banque de l'ordering, qui est là représentée par la banque A, fait un PAX 008 à la banque du bénéficiaire, qui est la banque B. Et on voit aussi, parce qu'elles ne sont pas correspondantes, donc on passe par des banques correspondantes, on envoie un PAX 009 COV pour accompagner le PAX 008 à la banque correspondante qui est là représentée par la banque C. Et à la fin, par exemple, de la chaîne, on voit que la banque correspondante de la banque bénéficiaire, on voit un CAMT 053 et un CAMT 054. Alors, pour le CAMT 53, c'est l'équivalent du... En fait, là, c'est le MT 910.
Le premier CAMT53, c'est l'équivalent du MT910 qui est c'est une confirmation de crédit. Ensuite, le deuxième CAMT53, donc là, j'ai parlé du premier CAMT53, donc la banque D vers la banque B. Donc, c'est une confirmation de crédit. Et on voit bien aussi que le CAMT53, il existe aussi entre la banque B et son client. Et là, c'est le fameux, son équivalent, c'est un MT 940 qui est en fait un extrait de compte client. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait en fait là ici pour le même message, le type de message, on peut avoir plusieurs équivalences dans le MT. Et pour le CAMT 54, c'est le fameux, son équivalent, c'est un MT dans ce schéma-là, c'est un MT 950 qui est en fait un extrait de compte correspondant. Voilà. Donc, je pense, en gros, en fait, c'est comme tout à l'heure, je vais résumer. Donc, un client qui demande à sa banque d'envoyer de l'argent à voilà, une autre partie, il demande à sa banque il va faire un PAN 001 et derrière sa banque va faire un PAX 008 et on passe par le réseau SWIFT et les correspondants pour voilà, comme on utilise la méthode couverture, donc on utilise les PAX 009 COV et derrière on fait du reporting pour le client ou entre les banques, par exemple entre les banques correspondantes et les banques du bénéficiaire ou même les banques de l'ordering. Voilà. Donc c'est un schéma, c'est vrai, on peut le compléter, mais pour comprendre, dans un premier temps, les paiements, c'est assez complet. Donc voilà, je pense, moi je suis arrivé à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, voilà, on a un peu de temps avec nous pour parler, pour poser des questions et essayer de répondre à vos questions. Yes, merci beaucoup, Kofela. De rien, de rien. J'ai une petite question sur le schéma. La banque C et la banque D, c'est sur ce schéma-là, ce sont des banques correspondantes, c'est ça? C'est ça. La banque C est la banque correspondante de la banque A et D, c'est la banque correspondante de la banque B, c'est ça? Voilà. Et ce qu'il y a à comprendre, en fait, la banque A, c'est la banque de l'ordering et la banque B, c'est la banque du bénéficiaire. Donc, la banque C, c'est la banque correspondante de la banque, voilà, de la banque de l'originateur ou de l'ordering. Et la banque D, c'est la banque correspondante de la banque du bénéficiaire. D'accord. Et Voilà. ce type de schéma de paiement, ça concerne uniquement les paiements internationaux, c'est ça? Oui, 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 oui. Là, en fait, quand on parle, c'est pour ça que là, ici, j'ai parlé des trois catégories. Donc, quand on parle de la catégorie Payment Clearing and Settlement, les PACS, on est en fait, on envoie des messages au clearing. Et donc, quand on dit au clearing, on passe par voilà, le réseau international. Voilà, parce que c'est peut-être dans le cas de Target, c'est vrai, dans le cas de Target, c'est de l'euro. Mais là, dans mon exemple, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai voulu voilà, représenter un paiement en devises différentes. Voilà. D'accord. Super. Au niveau des banques et de la migration, C'est ce qu'on a vu au départ. Donc, on a dit quand des devises différentes, donc on est dans l'international, on passe par le réseau SWIFT ou voilà, le correspondant en tout cas, correspondant de banking. par rapport à la migration ISO 20022, on en est où justement de cette migration-là par rapport aux banques? Est-ce qu'on est bien avancé? Est-ce que tout a été migré en format MX ou pas encore? Pas encore. De toute façon, la roadmap est
court, on va dire, jusqu'à 2025. Donc en 2023, c'était prévu, en tout cas en novembre 2022, mais ils l'ont prolongé pour 2023, mars 2023. Il y avait une migration, mais c'était en fait l'obligation de traiter en réception le MX. C'est-à-dire, les banques ont le droit de d'émettre le MX, donc ces fameux PAX, enfin de remplacer, on va dire, les MT 103 par les PAX 008 par exemple. Et donc les banques réceptrices, donc à la réception, ont l'obligation de pouvoir traiter ce format-là. Donc ça, c'est en 2023. Et en 2025, le MT va disparaître. C'est ce qui est prévu en tout cas. Et on va passer uniquement au nouveau format, donc qui sont les, par exemple, là, on parle des PAX 008 pour citer un exemple, donc en réception et en émission. Ce sera une obligation en 2025. Et entre-temps, il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, là, en mars 2024, il y a le rulebook de CEPA pour pouvoir traiter les adresses structurées, etc. Donc, il y a des choses, voilà, il faut s'adapter entre-temps. Et voilà, il y a du retard, d'après mon expérience. Oui, juste pour confirmer, nous, avec le client, déjà, on a fait le pack 008 et le pack 009 seulement pour le moment. Pardon, le pack 008 et le pack 009. D'accord. Ouais. Et j'imagine quand tu dis pack 009, parce que c'est le corps, hein, donc dedans, il y a pack 009 et pack 009 COV. Exactement, oui. Oui. Oui, parce que, comme j'ai dit au départ, d'après mon point de, enfin, ça reste mon point de vue, les plus importants, c'est ces paiements-là. Surtout quand on est à l'international, généralement, on utilise les MT 103, les MT 202 et les MT 202 COV. Et du coup, c'est les plus importants à faire. Et de toute façon, le CAMT, le cash management, la comptabilité, le reporting, c'est un peu adapté pour chaque banque. Et du coup, la priorité, en fait, c'est de traiter ces paiements-là pour lutter contre voilà, le blanchiment d'argent et la lutte antiterroriste. Donc derrière, on les utilise dans des outils comme Actimize, voilà, pour faire en tout cas de l'AML, anti-money laundering. Et voilà, donc toutes les banques ont commencé à faire ça en priorité. Parce que derrière, c'est ça le deal, c'est d'améliorer, enfin de réduire le risque et d'améliorer la qualité, on va dire, du KYC. Et donc, voilà, c'est les messages les plus importants, on va dire. Et juste une question ici à propos, je pense que ça va passer avec KCIS pour tous les banques, comme Global Custody, c'est ça? Pour les changements. Pour KCIS? Oui. Oui, de toute façon, toutes les banques ont l'obligation de passer à cette nouvelle norme. Oui, puisque Donc, ce il n'était y a pas pas. le cas normalement avant. Avant, on ne passe pas par KCIS, mais je pense avec ce changement de MT to MX, ça doit passer par KCIS, c'est ça? Oui, ça peut-être c'est la stratégie du groupe Crédit Agricole, parce que KCI, c'est une filiale du Crédit Agricole. Ça peut être voilà, une architecture choisie, ça peut être, je ne sais pas, une architecture
de transition, ou peut-être c'est comme ça en fait, c'est dans leur schéma, enfin dans leur schéma directeur, la cible c'est de passer par Cassis pour le groupe Crédit Agricole. Mais donc là, c'est vrai, là on est dans le système de paiement du groupe Crédit Agricole, on passe par Cassis qui va jouer le rôle, voilà, peut-être de correspondant. Et pour les autres groupes, ils passent aussi par un Global Custody ou chacun a son système, chaque banque? Et chaque banque a son système. Quand tu parles de Global Custody, j'imagine c'est parce que c'est un type il y a en fait l'activité de Cassis, Ouais. une partie de l'activité, c'est une partie de l'activité de Crédit Agricole. Mais je ne connais pas l'architecture globale voilà, du Crédit Agricole, mais je pense qu'il y a l'équivalent aussi à la BNP Paribas ou à la Société Générale. Et est-ce que c'est la même stratégie qu'ils ont adoptée, c'est les mêmes architectures? Je ne peux pas me prononcer. Mais voilà, c'est un choix de Crédit Agricole de passer une certaine activité sur Cassis, mais est-ce que les autres voilà, activités passent par Cassis? Je ne sais pas, voilà. Ok, merci. Une question. Oui. Si on prend cette figure-là, la méthode de COV, ça se fait comment? C'est juste de reporting, des vérifications ou c'est quoi exactement? Non, la méthode, oui, en fait, la méthode couverture, parce qu'il y a deux méthodes. Donc, il y a la méthode série, la méthode couverture. Donc, ici, quand on dit qu'on va utiliser la méthode couverture, c'est pour un peu, on va dire, parce qu'on n'a pas peut-être assez d'informations sur le bénéficiaire, etc. Et on passe par des banques intermédiaires, des pays différents, etc. Et du coup, on décide de passer. Il y a en tout cas, il y a un algorithme ou une façon de dire qu'on va utiliser la méthode couverture. Donc, la banque de l'ordering va instruire un PAX 09 COV, donc, ou l'équivalent du MT 202 COV. Et c'est un type de message. Et dans le MT 202 COV ou le PAX 009 COV, il y a deux parties. Il y a la première partie qui reprend les informations du PAX 008 ou du MT 103 et l'autre partie qui est à peu près équivalente au MT 202. Voilà, au PAX 009. Donc, il y a deux parties dans le PAX COV. Une partie qu'on appelle, bon, pour moi, je l'appelle simple, et une partie underlying, sous-jacente. Donc, il y a deux parties dans le PAX 9 COV. Et dedans, on va trouver deux types d'informations, parce que le PAX 008, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure de deux espaces de la banque. Donc, il y a Customer Business ou Customer Bank et B2B, Bank to Bank ou Business to Business. Voilà. C'est deux types de messages différents, le PAX 8 et le PAX 9. Et le PAX 9 COV, il regroupe un peu les deux, voilà, les deux parties d'information, on va dire. C'est pour garder une trace voilà, de paiement d'origine. Voilà. Et derrière, on peut l'utiliser pour faire le matching. Voilà, ça peut être avec les MT 210 qui sont les notices to receive, ce genre de choses. Voilà. Thanks. I have a question because have you had a chance to work on migration from M2 to MX format?
Yes, yes, I did it, yes. Okay. Okay, so I will contact you because I have this project right now. So yeah, maybe Okay. you can give me some advices. Yes, yes. I let Lucille give you my contact or Okay. Etienne, and you can contact me to discuss. It's great. Thanks. Okay. Hello, merci pour la formation. Thank you very much. Merci, Jessie. Very clear, very. Franchement, I do exactly this. So listening to you has made me understand my job well. Thank you. De rien. Okay, I will message you on Skype later. Ok. Bye. C'est là, tout à l'heure, tu as parlé de Target 2 et T2S. C'est quoi le lien avec tout ça? Alors, ici, Target 2 et Target Security, c'est ça? Exactement. Oui, pour être honnête, voilà, j'ai pas eu la chance de travailler sur des sujets Target Securities, mais je sais que voilà, Target 2, c'est le clearing utilisé pour l'euro. Et Target Securities, voilà, je veux pas, j'ai pas envie, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, je connais pas, on va dire. Mais voilà, c'est dans l'état de l'art et je l'ai repris dans mon slide. Maintenant, voilà, si tu as besoin que je cherche pour te répondre, pas de problème. Mais là, à l'instant T, voilà, Pas de souci. Merci beaucoup, Pater. de rien. Vous avez voilà, d'autres questions? Peu importe, hein, même ici. Ah si, j'avais une petite question. Oui, Là, tu nous as montré la partie Swift, les différentes catégories de messages. Il y a l'équivalent de ces catégories de messages pour la partie SEPA? alors, c'est pas. C'est. En fait, déjà, les Swift, c'est pour l'international. Le CEPA, c'est pas considéré comme international. Donc, c'est. I think SEPA is a different type of messages, so it's use a bit different structure from what I know. Oui, mais après, l'ISO 20022, c'est une norme donc, qui est utilisé aussi pour le CEPA. Donc, je pense aussi que ça a commencé par le CEPA. Et là, en fait, où j'ai dit, c'est adoption mondiale. Donc, c'est en fait, c'est déjà quelque chose qui est utilisé en Europe et ça a fait ses preuves, c'est pas mal. Et donc, ils ont décidé, Swift a décidé d'utiliser cette norme pour remplacer les messages Swift. Et donc, dans comment s'appelle, dans l'ISO 20022, on a trois catégories de messages. Donc, les Payment Initiation, les PACS, les Payment Clearing and Settlement, et le Camp Management. Maintenant, pour faire le lien avec ce tableau-là, donc, on va dire dans le CEPA, si je prends ce schéma-là et je formalise, voilà, on va dire du CEPA, donc ça va être du PAIN 001 et ça va être de l'euro. Donc, on va utiliser un PAX 008 pour la banque des bénéficiaires. Ensuite, on va pas passer par le Swift, mais par contre, on va passer par Target. On va passer par Target 2. Voilà, pour opérer. C'est les mêmes messages,
mais c'est pas la même, on va dire, c'est pas le même process de paiement, on passe pas par le même système de paiement. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Parce que là, j'ai pris des exemples à l'international. C'est vrai, je l'ai pas mentionné, j'ai pas dit que voilà, on a des devises différentes de l'euro. Mais si on avait un paiement avec de l'euro, le schéma sera peut-être différent. Voilà. De toute façon, quand on fait du CEPA, on est on a la même réglementation, on a la même zone monétique. On n'a pas besoin voilà, de faire tous les contrôles qu'on fait pour un virement international. Ça va plus vite. Le système est moins complexe. Yes, SEPA is, I think, dedicated for Eurozone. And from what I remember, it was mostly used for client payments. And in terms of Loro, yeah, it depends. But if it's international payment, I think it was used this first type of messages, 1XX. Oh, As far as I remember. we can do it. We can do it. We can do it because I worked on international payment, but with euro. And it's not Eurozone, it's European Union, because, for example, I'm from Poland and we have a possibility to pay by SEPA. So we introduced this, we are connected with kind of Eurozone, and we can pay in euro using SEPA system. Yes, when we talk about SEPA, we talk about domestic payment, but now in this kind of scheme, we talk about international payment. We can have international payment with euro, and then the scheme will be different. We will not use correspondent banking, SWIFT correspondent banking, but we will use Target 2 to operate our operation. Through the central bank, European Central Bank, because yes. Banks which represents this bank. So the difference is that Loro accounts are in this central bank, not in other bank, commercial bank, or I don't know, investment bank or whatever. So yes, you are right that SWIFT is strictly dedicated for international payments outside of euro payments. Euro currency zone. Currencies, yes, euro currencies, different on euro currencies. But you can also pay by SWIFT payment in euro. But in case that some bank has a account in the bank which is not in European Union, then I think you will use SWIFT. This is very rare, of course, rare. Yes. There is different. There are different scenarios. It's not here. I choose one scenario to explain how it is work, but it's not the only truth.